Donc, le cœur écouté, Laurence Verneuil et Véronique Mondin qui va assurer la modération. Alors, deux mots avant de démarrer. Normalement, comme l'avait dit tout à l'heure Jean-Michel Benatar, Anne Réva-Lévy devait être parmi nous. Malheureusement, elle est souffrante. Alors, deux mots tout de même. Anne Réva-Lévy a une autre corde à son arc. Elle est romancière. Et nous avons sur la table de la briqueterie deux de ses romans. Si je ne me trompe pas, c'est Manhattan et Le pays dont je me souviens. Vous pourrez éventuellement, il y en a quelques exemplaires, vous pourrez éventuellement les feuilleter et même les acquérir. Écoutez, bonjour à tous. Je suis enchantée d'être parmi vous et je voudrais remercier en particulier Jean-Michel, que je ne connaissais pas, pour cette belle journée, initiateur d'une association extrêmement intéressante, la Maison de la Médecine et de la Culture. Bien peu, en effet, s'intéresse à la voix des patients dans notre société. Et puis, un coup d'œil aussi à la faculté de médecine de Nice et à son doyen pour son engagement humaniste à travers son partenariat. Voilà, c'est quand même, en effet, pas si fréquent. Alors, je pense que, je ne sais pas si ça a été une mise en scène, mais vous avez eu affaire à Nanni Moretti et à une caricature de dermatologue. Je suis moi-même dermatologue. C'est en même temps caricatural et pas tant que ça. En effet, ces ordonnances avec ces médicaments qui n'en finissent plus et ces pommades qui n'en finissent plus, parce que finalement le patient n'a pas été, à mon sens, écouté. Et puis juste à travers le film, pour faire une transition, finalement le médecin qui s'alarme et qui... de l'état de son patient, c'est le médecin acupuncteur. Donc ça a un sens aussi. Je vais commencer mon propos par quelques lignes du livre que je trouve assez emblématique de la question qu'on se pose aujourd'hui. Dans cet hôpital de Bonlieu, on a mis en place la journée d'accueil des internes, un rituel pour les recevoir 2 fois par an, au mois de mai et au mois de novembre. Cela commence toujours par une visite guidée en petits groupes pour qu'ils se repèrent à peu près dans leur nouvel espace de travail. Les urgences, la réanimation, la maternité. Après la visite, il y a des interventions de médecins de l'hôpital sur des sujets importants. Par exemple, la gestion de l'arrêt cardiaque, le circuit des demandes d'urgence, l'hygiène. Depuis que l'hôpital a organisé cette journée, les internes sont très contents. Quelques personnes de l'administration les accompagnent, ainsi que 2 chefs de service, présents toute la journée. Aujourd'hui, c'est au tour d'Éric et Anne. Ils sont prêts à répondre aux questions éventuelles, histoire de rendre tout cela le plus accueillant possible. L'ambiance est assez décontractée. Après les visites guidées, un buffet a été préparé par les cuisines, on bavarde bruyamment. Les représentants de l'administration déjeunent avec Éric et Anne sur une petite table à l'entrée de la grande salle. « Tu leur diras quelques mots au dessert » demande Éric. « Très bien, ça me va. Moi, je leur parlerai en conclusion de la journée. Tu sais ce que tu vas leur dire? Je veux juste insister sur la qualité de leur écoute des patients. » La qualité de quoi? Je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils veillent à la manière d'écouter leurs patients. C'est important à toutes les étapes de leur fonction, pour le patient, pour la famille, pour la qualité des soins. Rien de très original, mais je trouve que c'est très important. Ah, ça, c'est une drôle d'idée. T'es psychiatre, c'est ça? C'est quoi le rapport? Tu ne crois pas qu'être en position d'écoute, c'est important, pas seulement pour les psychiatres? Ma pauvre, mes patients, je ne peux pas les écouter. J'ai 10 minutes par patient sur le logiciel de rendez-vous et il n'a rien à faire. Il faut que je remplisse tous mes créneaux, de 10 minutes en 10 minutes. Alors, je n'écoute pas, je ne peux pas, j'ai trop de choses à expliquer, des papiers à faire, à signer. Tu ne te rends pas compte. S'il fallait en plus que je les écoute, il faut vraiment être psychiatre
pour croire que les médecins peuvent écouter. Un éclat de rire fait vibrer la table du déjeuner. Voilà, donc ça, je trouve ce passage très, très emblématique, en effet, de la question de plutôt l'absence d'écoute des patients, le discours politique, et en particulier, on le sait dans le contexte des présidentielles, où finalement on se rend compte qu'on réfléchit et on donne des réponses que sur les systèmes de soins, sur le système, c'est-à-dire son organisation, son infrastructure. Pourtant, finalement, la question essentielle est bien celle de la pratique de la médecine et l'implication des protagonistes, le médecin et le patient. Et dans ce système qu'on évoque là, on se demande où sont passés ces acteurs, comme des invisibles finalement. Et on a donc le sentiment d'une réflexion exclusive sur un système assez désincarné, comme une boîte vide. Donc l'axe de pensée, de travail, c'est l'environnement du système de soins, mais qui en fait n'existe qu'à l'appui de la relation et de l'art du soin qui sont le cœur du système et qui finalement sont totalement transparents. Alors comment on parle de l'hôpital? Vous entendez, on entend tous ces mots de structure hospitalière, d'économie, de gouvernance, les enjeux financiers, les procédures, voilà, les robots, le numérique, la technique, et un peu quand même, on doit le dire, des patients comme des marchandises. L'hôpital est, à mon sens, quand même devenu, pas que ça bien évidemment, mais un lieu assez caricatural de traitement. Hein, on traite, et on traite surtout pour ce que ça peut aussi rapporter à l'hôpital. Et finalement, on est dans des objectifs hospitaliers d'activité et non d'humanité, c'est-à-dire de prendre soin et rendre service. Et nous sommes dans, à mon sens, une situation assez caricaturale, soulevée par beaucoup, qui est une déshumanisation et une déshumanité de l'hôpital. Ah. Alors, pour dire un petit peu la hauteur de cette problématique du malaise à l'hôpital, pour se donner peut-être bonne conscience, on a vu émerger en 2008 l'instauration de recommandations de bien-traitance. Ce qui veut dire un peu ce que ça veut dire. On peut imaginer que si on demande à être bien-traitant, c'est que potentiellement on est maltraitant. Et puis on a vu apparaître, ça a fleuri ces 5-10 dernières années, des nouveaux métiers, les qualitaticiens. Alors ça c'est assez extraordinaire puisque finalement ce sont des humains, mais enfin voilà, des gens employés à l'hôpital, mais qui vont nous obliger, nous mettre dans des systèmes de procédures et d'évaluation de la qualité. Mais de la même manière que ce que j'évoquais tout à l'heure, on ne va pas évaluer la qualité du soin et de la relation patient-médecin, mais son environnement et la formalisation de cette relation. Il est question dans ce cas-là, quand on parle de la relation patient-médecin, uniquement ou très souvent seulement de la judiciarisation quand elle existe, et c'est là où on évoque la question de la relation entre les patients et les médecins. Ça a beaucoup de conséquences, ça altère évidemment la relation, et puis ça va loin à mon sens, et on reviendra dessus, en particulier sur les tâches que les médecins ont à faire actuellement, désormais, et qui peuvent conduire à ce qu'on appelle le burn-out, dont M. Hamon nous a pas mal parlé. Donc pourtant, finalement, dans ce système complexe, si on revient à un espace de simplicité, il y a un espace très singulier, qui est le seul qui soit l'affaire du patient et de son médecin, c'est la relation, c'est ce colloque singulier. S'il n'y a pas cette relation, il n'y a pas de médecine. Et finalement, lui redonner de la place, c'est la légitimer. Finalement, dans cette relation, on a aussi une unité élémentaire qui est un socle inaliénable
dont on ne peut pas se faire l'économie, qui est l'écoute. Hein, dans cette relation patient-médecin, le socle et l'unité élémentaire est l'écoute, mais une écoute dans une disposition aussi particulière de qualité, parce on peut aussi mal écouter. Alors l'écoute, William Osler en parlait déjà au XIXe siècle. C'était un docteur, cardiologue, et donc qui nous disait, si vous écoutez attentivement votre patient, il vous donnera son diagnostic. Alors on saute quelques siècles et on arrive à la loi Kouchner, qui est quand même importante puisqu'elle va quand même donner, faire émerger le principe de droit au consentement libre et éclairé du patient, c'est-à-dire au moins un assentiment et une codécision dans le partage d'une décision thérapeutique et d'un soin. Mais je tiens à rappeler ce que l'ordre des médecins a pu aussi évoquer consécutivement à cette loi Kouchner en 2004, c'est que cette information est basée sur... Il y a des coupures à cause de l'orage. D'accord. Ça revient. Voilà, est basée sur une écoute attentive. Alors voici le témoignage d'un patient que j'avais pu récupérer. Et voilà, ce que j'attends de mon médecin, qu'il m'écoute et qu'il essaye de me comprendre. Un médecin qui sait écouter et comprendre soigne mieux. C'est ça son métier, écouter pour soigner. Le diagnostic porté sur la maladie doit être élargi au diagnostic porté sur la personne. Donc si on se met dans la perspective de l'absence d'écoute des patients, pas d'écoute, c'est pas de diagnostic. C'est des erreurs médicales, c'est de l'errance médicale, de la surconsommation de médicaments, de la judiciarisation de l'insatisfaction. Pas d'écoute, c'est finalement un espèce d'effet domino, et finalement c'est l'absence de relation médecin-patient, et c'est pas de médecine. Pourtant, prendre du temps à écouter son patient, ça va être accéder à ce qu'il vit, à son vécu, ça va être légitimer son vécu et finalement établir avec lui une alliance de soi, une alliance de prise en charge. Parce que il faut bien qu'on ait en tête, tous, patients, médecins, que la maladie est une expérience singulière, elle appartient à chacun et elle n'est pas déclinable comme on le laisse entendre aux étudiants ou aux médecins. Chacun vit à sa manière sa propre maladie. Donc finalement, améliorer l'écoute, c'est un peu, il me semble, dans le contexte actuel, une espèce de révolution qui peut avoir plein de conséquences intéressantes sur la relation en soi, mais aussi sur le système de soins. Alors dans la littérature, on a beaucoup de données, finalement, quand on s'y penche sur l'écoute, et donc en particulier sur la durée de cette écoute médicale, et on sait par exemple que les médecins vont rediriger leurs patients au bout de 23 ans. Voilà, dans une consultation, après en moyenne une vingtaine de secondes, le médecin prend la parole et réoriente la conversation. La durée moyenne de consultation en France, c'est une quinzaine de minutes. Et un travail récent, en 2015, qui a été effectué chez des internes de médecine interne, c'est une spécialité où on s'occupe globalement des patients, enfin dans sa dimension organique multiple. Et on a montré dans ce travail très, très simple que finalement un interne de médecine interne passait 15 minutes par jour et par patient, c'était le temps consacré de ses activités aux patients, et que plus de 50% de son temps était consacré aux données devant son ordinateur. Il y a à mon sens également un autre marqueur du défaut d'écoute, c'est, comme l'a fait Nanni Moretti, c'est le recours aux médecines complémentaires. Donc, c'est quoi les médecines complémentaires? L'hypnose, la méditation, le yoga, l'acupuncture, l'auriculothérapie, plein de choses.
Et il y a des données européennes qui montrent que 70% des patients ont eu recours déjà aux médecines complémentaires, 80% des patients en cas de cancer. Donc ça en dit long sur une nécessité d'une autre manière de faire. Pourquoi finalement, quand on interroge les gens, aller vers les médecines complémentaires? C'est parce qu'en effet, il y a plus d'écoute, plus d'écoute du patient, et en moyenne, la consultation est d'une demi-heure à une heure. Et en fait, dans ces médecines complémentaires, on a une prise en charge globale, qu'on dit holistique du patient, c'est-à-dire à travers tous les aspects de son sujet, de son état de sujet, d'humain, de patient, à la fois le symptôme, mais les dimensions psychiques et environnementales, ce qu'il a dans sa vie, ce qu'il fait dans sa vie. Pourtant, il y a plein de données qui nous montrent aussi qu'il y a des conséquences bénéfiques de cette écoute attentive du patient. La perception d'être écouté, même pas longtemps, ça va être se sentir mieux compris et donc mieux soigné. Alors tout ça, ce sont des papiers de la littérature dite internationale avec des comités de lecture. Voilà, ça ne sort pas de petits journaux, donc ça a été estampillé par des universitaires souvent. L'augmentation de la durée de consultation est également associée à une augmentation de la satisfaction. Et puis un travail que j'avais trouvé intéressant aux États-Unis, où finalement ils comparaient le ressenti des patients sur la performance de l'hôpital avec des indicateurs dits objectifs de qualité des soins. Et ce qui ressortait de ce travail, c'est que les gens étaient plus satisfaits quand finalement il y avait plus d'infirmières dans les structures de soins. Ce qui nous a fait poser la question avec Anne que probablement, en effet, étant donné, je pense, un certain défaut d'écoute des médecins, on a désigné des préposés à l'écoute, et en particulier les infirmières qui font un travail remarquable, les aides-soignantes, et puis tout plein de sujets préposés à l'écoute, les psys en tout genre, les bénévoles, les associations de malades et des médiateurs. Autre donnée sur les conséquences bénéfiques de l'écoute, c'est évidemment la satisfaction du patient, mais c'est aussi des données sur la santé, vous ne les verrez pas, sur la santé intéressantes. Plus de prévention quand on écoute en effet son patient, une reconnaissance des difficultés psychosociales et quelque chose de fondamental, l'observance des traitements, c'est-à-dire la capacité à bien suivre son traitement, qui est un problème de santé publique en France. Et puis, pour nos politiques, quand même, la question de moins de prescription. Un médecin qui écoute son patient va moins prescrire de médicaments et donc générer, pour le coup, des économies de santé. On a montré à l'inverse que dans les consultations les plus courtes, eh bien, il y avait plus de médicaments, plus de revisites, plus de patients qui retournaient chez le médecin à 4 semaines et moins de prévention. Inférieur à 15 minutes de temps, c'était associé donc à une moindre qualité de la relation et de la même manière, plus de reconsultation à 4 semaines et plus de médicaments prescrits et plus d'examens complémentaires prescrits, des radios, des scanners, de l'imagerie. Alors on a tenté de réfléchir avec Anne sur pourquoi finalement il y avait cette difficulté d'écoute des médecins et en particulier dans ce système de soins. Et il nous semble qu'il existe un élément important, je dirais même aussi fondamental, c'est finalement les injonctions des politiques et des hospitaliers, qui ont en fait une approche essentiellement médico-économique du soin. Et d'ailleurs, l'acte de soin est emblématique, puisque donc, il est codé par la sécurité sociale.
on a un système de codage, la T2A, qui va fixer en fonction de ce qu'on fait une rémunération. Et le minimum, c'est la consultation. C'est quand un patient vient voir un médecin qu'il n'y a aucun acte. Et ce qui est assez révélateur, c'est que par ailleurs, la psychiatrie, qui est peut-être le spécialiste, entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours vrai, de l'écoute, est financée autrement. Il n'est pas financé sur cet acte emblématique qui est la consultation. Donc en fait, pour nos politiques, et je pense même pour nos hospitaliers, enfin nos directions hospitalières, être malade, c'est un concept médico-économique, et un médecin efficace, c'est un médecin qui est économiquement efficace. Et finalement, on a une valorisation surtout du faire des gestes, des actes, des prélèvements, des biopsies, mais non du savoir et du savoir-être. Ce n'est pas du tout valorisé. Autre injonction dans notre grande structure hospitalière, c'est l'obsession de l'information médicale. Depuis Kouchner, là, c'est devenu l'obsession, c'est la priorité absolue. Il faut informer le malade, communiquer, faire les examens. Donc on a une espèce de robotisation, en effet, d'une information qui est protocolisée. Il y a des procédures, des papiers à remplir, on vous fait signer, vous avez bien compris, tout ça en 3 minutes, hein. Et c'est pas du tout personnalisé. On ne va pas informer un patient en fonction de ce qu'on a entendu de lui et de ce qu'il est capable d'entendre, d'écouter lui-même et de comprendre. Et finalement, cette obsession de l'information a quand même un but à l'hôpital, hein, c'est de se prémunir de la judiciarisation. Si je vous ai informé, vous êtes au courant, et donc je ne suis pas répréhensible. Mais bon, quand même dans le code de déontologie médicale, on reprécise quand même que l'acte médical est un acte humanitaire. Alors pourquoi ce défaut d'écoute, en dehors des injonctions hospitalo-universitaires, il y a ce qui se passe au sein de la relation. Et on vit sur quand même un modèle assez paternaliste de la relation patient-médecin, hein, avec un médecin qui sait, qui a le savoir, et un patient qui est ignorant. Donc finalement, on n'a pas autorisé à donner la parole à son patient, puisqu'on est les seuls sachants. Internet est venu un petit peu brouiller les pistes et introduire un espèce de tiers, comme dans la relation édipienne, hein, un espèce de tiers sur le terrain du sachant, puisque le patient arrive maintenant avec certaines données, mais malheureusement pas les données qui, à mon sens, seraient intéressantes. Il va se mettre au même niveau que le patient. Docteur, je suis allé voir la polyarthrite rhumatoïde, ça donne tel et tel signe, on donne tel et tel traitement, mais c'est pas ça que moi je veux connaître de mon patient. C'est pas qu'il me ramène et qu'il me raconte ce que moi j'ai appris. C'est en effet comment lui vit les symptômes, ce qu'il en dit et les conséquences que ça peut avoir. Je ne sais pas si je suis claire sur ce que je viens de vous évoquer. Donc le modèle paternaliste, qui quand même s'étiole, hein, dans le modèle de soins, et puis quelque chose de très important aussi, qui est finalement la mise à distance des émotions. Il faut bien, en effet, se représenter que les médecins sont aussi des êtres humains, et que dans cette relation, on a une espèce de déni des émotions de part et d'autre, que le médecin, parce qu'il essaie tant bien que mal de se protéger, hein, des données émotionnelles de son patient, c'est pas facile. Il faut bien en avoir conscience quand même de tous les jours, être confronté à la douleur, à la mort, à la difficulté. Voilà, pour quelqu'un qui reçoit ça, c'est complexe. Alors, au lieu d'opter pour des solutions qu'on verra après, qui sont très intéressantes, on se protège. On se protège et finalement on se met à distance. On met à distance les émotions des patients,
et on en fait quoi? Un espèce d'objet. Et ce qu'on cherche en tant que docteur, c'est l'objectivité des données. Voilà. Et on va se concentrer sur des données biologiques, sur des données morphologiques. Ah, ben, vos globules, en effet, sont normaux, vos marqueurs sont normaux, votre radio pulmonaire. Mais vous, en tant que sujet, je ne m'y intéresse pas. Donc, on a une espèce de croyance absolue dans l'examen complémentaire, hein, du point de vue médical. Tout va se voir au bilan, hein, et comme si le bilan était l'icône absolue de la médecine. Et puis donc, comme je vous le disais, le médecin aussi, il a ses propres émotions et ses complexes, d'autant qu'il n'a pas été formé. Il n'a pas été formé et il n'a pas été accompagné pour transformer, rendre supportable toutes ces angoisses face au vécu douloureux des patients. Donc voilà, en gros, actuellement, je pense quand même que la pratique médicale supporte mal les troubles d'organes, mais qu'elle supporte les troubles d'organes, mais qu'elle supporte mal les malades. Un petit mot aussi sur la formation universitaire, hein, puisque à l'université, on va nous apprendre les maladies, les organes. Un médecin qui est compétent, c'est un médecin qui va savoir et qui guérit. Alors qu'en fait, c'est pas toujours ça le médecin. Hein. Donc c'est une médecine d'organes qui va découper le patient en petits morceaux. Et finalement, dans les études universitaires, dans la formation des docteurs, on va avoir aucun focus sur le sujet et sur la relation entre le patient et le médecin. Un adage qu'on rapporte souvent à Hippocrate, hein, le soin, ça n'est pas que guérir, c'est guérir parfois, soulager souvent et consoler toujours. Je pense qu'on pourrait le répéter dans les facultés de médecine. Et l'écoute, pourtant, c'est un levier du soin, parce que si on s'y met de manière attentive, de manière active et bienveillante, ben voilà, on va écouter et on va mieux diagnostiquer. On va, si on écoute correctement, informer avec justesse. On va pouvoir adapter les traitements, parce que on a par exemple des effets secondaires classiques, mais pour un patient déterminé, il y aura des effets secondaires singuliers. On va aussi écouter pour améliorer une meilleure observance des traitements, et là, pour le coup, faire des économies aussi à notre système de soins. Et puis on va aussi écouter pour apaiser, hein, parce que ça c'est quand même essentiel dans la relation de soins, parce qu'à partir du moment où le patient est apaisé, il a moins mal, il a moins peur, il se sent compris et accompagné. Voilà, alors donc écouter pour économiser, vous l'avez compris, on écoute plus, on prescrit moins d'examens complémentaires, moins de médicaments, moins judiciarisé, et puis un point qui me semble aussi très important, c'est l'écoute pour limiter le burn-out des médecins. 25 à 60% quand même des médecins sont en effet en burn-out, et les effets de l'écoute ont un intérêt sur le médecin lui-même. On a évidemment le burn-out qui est lié à la surcharge de travail, mais ce qui aussi met les médecins en burn-out, c'est le vécu d'incohérence. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de médecine, par exemple, pour m'occuper des patients, pour en effet les accueillir, être bienveillant, les écouter, les apaiser. Et puis, j'ai l'institution hospitalière qui me dit « Non, Madame Verneuil, c'est pas ça le sens de la médecine. La médecine, ça va être de rentabiliser, ça va être de valoriser, ça va être d'optimiser. » Et là, je suis moi-même en décalage avec mon propre engagement. Et si, de manière volontaire, je remets de l'écoute au sein de ma consultation, je vais au moins avoir un espace qui va me protéger, et je pense que c'est une manière de protéger du burn-out. Donc, dans les solutions, je crois qu'en effet, il faut que tous les médecins, enfin tous, que la plupart en tous les cas, aient une prise de conscience pour changer leur propre posture, et qu'il ne faut pas exclusivement stigmatiser sur
la responsabilité du système. Effectivement, on a moins de docteurs, il y a moins de sous, mais c'est aussi de changer sa propre posture au sein de la relation et au sein de sa consultation. Et je peux vous assurer que c'est possible. J'ai fait moi-même cette propre démarche et voilà, avec une prise de conscience et un changement de posture et d'attitude, c'est finalement pas très compliqué. Dans quel but? Dans le but d'accompagner en effet la douleur, et ça le plus justement possible, et dans le but d'accueillir cette souffrance. En gros, c'est quoi? C'est remettre son éthique, sa propre éthique, au cœur du soin et résister à cette espèce de mouvement généralisé qui est la déshumanisation des soins et de l'hôpital. Les solutions, il y en a d'autres avec l'écoute active, hein, c'est des théories de psychologues, et donc l'écoute active centrée sur la personne va en effet permettre d'avoir une attitude plus bienveillante et plus juste auprès de son patient. Il y a un anglicisme que j'aime bien qui est le « welcome the patient », hein, bienvenue le patient. Donc évidemment, il va y avoir toute une structuration des choses évidentes, du lieu d'accueil du patient, de ne pas avoir son téléphone qui sonne 40 000 fois, de la porte qui s'ouvre sans frapper, enfin voilà, des évidences. Hein. Et puis, voilà, cette espèce d'adage que je trouve aussi très intéressant, qui est « invite, listen et summarize ». Inviter, d'accord, les bras ouverts, inviter, écouter et résumer. Hein, c'est-à-dire que je prends le temps d'écouter. J'invite mon patient, parce que ce n'est pas si simple pour le patient de s'exprimer. Hein. Donc j'invite mon patient à écouter, je l'écoute attentivement, avec bienveillance, et je résume et je vérifie en effet que ce que j'ai entendu a bien été compris par moi-même pour que le patient se sente compris. Pour en effet améliorer la capacité d'écoute, il y a des groupes qui existent depuis les années 50, hein, qu'on appelle les groupes Balint, qui, je pense, sont en effet très intéressants, puisque ça va être des espaces où justement les médecins, dans la complexité de leurs propres émotions, vont pouvoir évoquer leurs difficultés et chercher entre confrères, avec des supervisions, des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour être plus attentifs et dans une écoute plus bienveillante. Et puis il y a le patient. Et je pense que le patient a également à œuvrer pour revendiquer cette écoute. Le patient doit être un acteur, à mon sens, de sa santé, se prendre en main. Alors, pas de manière caricaturale comme tout à l'heure avec Nanni Moretti, où finalement, là, il y a presque une culpabilisation du patient à lui dire « c'est de votre faute si vous êtes malade ». Non, mais il faut être quand même acteur de ça. Je pense, de sa santé. Par exemple, préparer sa consultation. Se préparer voilà, pour être dans une disposition, avoir une liste de questions qu'on doit poser au médecin, et puis revendiquer cette écoute sans avoir la crainte du médecin. Et là, j'ai pris ce témoignage que je trouve très, très touchant. C'était dans le journal Libération, d'une journaliste qui a eu un cancer, comme on dit souvent une maladie de longue durée, et qui disait « J'avais vraiment l'impression que si je ne voulais pas être perçue comme un déchet, ne méritant pas qu'on fasse des efforts thérapeutiques ou qu'on dépense de l'argent public, je devais présenter une certaine image de moi, celle d'une personne résistant vaillamment à la dégradation physique, sincèrement désireuse de suivre les recommandations des médecins et encore d'être capable d'être utile à la société. En somme, d'être un bon patient, parce qu'on entend ça des fois, le bon patient. Et donc d'enrôler ce rôle du bon patient qui est une manière aussi, d'après le témoignage de cette patiente, finalement
comprendre que dans cette relation patient-médecin, il y a une asymétrie des rôles de pouvoir qui est assez terrifiante. Et puis je pense qu'il faut résister collectivement, ensemble. Il y a un discours universel, on l'entend, enfin je veux dire c'est emblématique actuellement des discours présidentiels, 3 minutes consacrées à la santé, avec quelques mots dérisoires, techniques, économiques, ça suffit. Hein. Je pense qu'il faut avoir une posture de résistance pour ne pas cautionner cette déshumanisation, pour reconnaître le pouvoir et le savoir de chacun. Je sais des théories et le patient sait ses symptômes, son ressenti, son vécu. Et ensemble, on va co-construire un diagnostic et ensemble, on va faire une alliance thérapeutique et un projet de soins. D'accord ? On ne sait pas la même chose, mais on sait des choses qui vont permettre ensemble de faire un bon diagnostic et une bonne prise en charge. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps, c'est bon. Vous avez passé de 5 minutes, mais c'est pas grave. Ah, juste, j'ai presque fini. Un petit mot sur, en effet, la faculté de médecine et le compagnonnage. Il faut apprendre aux étudiants, pas que des organes et des maladies, mais il faut apprendre la relation et l'accueil de la souffrance, et puis la recherche, parce que là aussi, on est dans de la caricature. Et on a en fait ce qu'on appelle la médecine basée sur l'épreuve, la recherche quantitative, où tous les indicateurs vont être structurés par les médecins. D'accord ? On fait des études pour voir si tel ou tel médicament est plus actif, mais c'est les médecins qui vont décider en regardant tel marqueur biologique, tel autre, et on ne s'intéresse pas aux patients, parce que ça, les raisons sont multiples, mais on ne s'intéresse pas aux patients, alors que quand même, ils sont souvent précurseurs aux États-Unis. Hein, depuis 2010, on a les Patient Center Outcomes Research Institute, qui sont des instituts où là, on va aller regarder des indicateurs qui sont pertinents dans les études pour les patients et pas pour les médecins, pas nécessairement le marqueur biologique, ou alors de les construire ensemble. Et puis malheureusement, Anne n'est pas là, mais elle vous aurait donc pas parlé de la recherche qualitative, qui est une recherche qui est centrée justement sur le vécu des soins, sur le vécu de la maladie. C'est basé sur des entretiens in extenso où on s'intéresse aux patients. Et je pense qu'il est fondamental maintenant d'articuler cette recherche quantitative et la recherche qualitative. Alors, vers quoi on va ? Ça, on le sait déjà, la médecine virtuelle, elle est là, les big data, les objets connectés, compagnie. Certains se disent, est-ce que le médecin va disparaître ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut être intelligent et utiliser cet espace, finalement, pour gagner du temps. Un algorithme de raisonnement médical, on a le fameux Watson dans la Silicon Valley, il va mettre 3 secondes quand moi je vais mettre 3 jours. Eh bien, je ne vais pas le repousser, d'accord ? Je vais dire, ok, mais c'est moi le docteur qui vais valider, en effet, les propositions qu'il va me faire. Et puis, après, l'espace en question, je pourrais le consacrer à l'écoute plutôt qu'à chercher et articuler mon raisonnement médical. Et puis, à mon sens, une autre perspective très importante, je suis très attachée à cette manière de voir la médecine, et je crois d'ailleurs que la faculté, enfin je ne crois pas, je suis sûre, hein, que la faculté de Nice aussi, puisqu'il y a un observatoire des médecines complémentaires, donc cette perspective de ce qu'on appelle la médecine intégrative. Ça existe quand même depuis les années 90 aux États-Unis, et c'est en fait s'occuper du patient de manière personnalisée et pas en tant que procédure ou maladie, et de manière globale, hein, on l'a dit, son symptôme, mais aussi son vécu du symptôme, sa vie, son environnement, comment il dort, comment il mange. C'est en fait articulé avec la médecine allopathique, la médecine des médicaments. Hein, donc on prend ces médecines complémentaires, l'acupuncture, le yoga, le tai chi, qu'on articule, à mon sens, nécessairement avec la médecine allopathique, parce qu'il y a potentiellement en effet des dérives sectaires,
dans un soin personnalisé et holistique. Et finalement, le trépied de cette médecine intégrative, c'est des choses simples, mais où on pourrait faire une prévention énorme et magnifique, qui sont l'alimentation, hein, voilà, mieux manger, l'activité physique, plus se bouger et réduire le stress. Et donc ces médecines complémentaires, le fondement de ces médecines complémentaires, c'est quand même l'écoute et la capacité à reconnaître le patient comme une source de soins pour lui-même. Le vivant est juste extraordinaire. Quand vous réfléchissez à un corps qui tient debout, l'articulation des organes entre eux, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça fonctionne? Comme une espèce de, comme s'il y avait une force qu'on dit magique parce qu'on n'en a pas les données dogmatiques, je veux dire, enfin connues, mais il y a donc tout un champ de l'inconnu qu'on doit reconnaître, et ce sont, à mon sens, là-dedans qu'on trouve les ressources du patient. Alors, ces médecines complémentaires, elles sont plébiscitées par les patients, donc elles vont permettre, je pense, une co-construction de projets de soins plus personnalisés et intéressants. Juste pour dire que ça se présente comme une médecine innovante, mais Hippocrate, déjà 500 ans avant Jésus-Christ, évoquait le corps comme de la même manière que l'univers, hein, c'était une partie de l'univers. La médecine hippocratique s'intéressait à l'histoire du patient, il reconnaissait le pouvoir guérisseur de la nature du corps, et une des options thérapeutiques de la médecine hippocratique, c'était la médecine diététique, et on se tourne, enfin certains praticiens, hein, vers actuellement aussi la naturopathie. Voilà, donc pour terminer, pour vous dire que finalement dans une société où on a la vitesse des ordinateurs, les biotechnologies, qui serait le Graal hein, de l'efficacité médicale, il y a une médecine de demain qui est aussi efficace, car elle exige de prendre en compte la complexité de l'être humain et prendre le temps de l'écouter et de le soigner autrement. Je pense que c'est la médecine intégrative, une médecine humaniste, et je pense que l'innovation, c'est aussi toujours accompagner, souvent soulager et parfois guérir. Et je vous remercie. Donc maintenant, on va ouvrir le débat avec la salle. Vous avez donc sûrement des tas de questions à poser à Laurence. Mais avant que vous commenciez, moi j'en ai une petite, parce que j'aimerais bien comprendre comment vous est venue cette idée de faire ce travail avec Anne Reva-Lévy. Qu'est-ce qui fait qu'une dermatologue et une cancérologue, l'une à Caen, l'autre à Paris, se sont réunies pour faire cet ouvrage? D'abord, au-delà d'être médecins toutes les deux, nous sommes amis, donc nous échangeons beaucoup. Anne est donc pédopsychiatre et romancière, comme vous l'avez dit, et donc est une spécialiste a priori de l'écoute, et je pense en effet que c'est un très bon médecin, très à l'écoute. Et finalement, pour être honnête, elle m'a interpellée dans ma propre capacité à écouter mes patients et à être bien posée et juste dans ma relation aux malades. Et je me suis rendu compte, j'ai fait mon autocritique, qu'en effet, probablement, j'écoutais pas suffisamment. J'avais une espèce d'autoritarisme à dire voilà, vous allez prendre le médicament, vous allez arrêter de fumer, sans être dans cette posture en effet d'espace où on accueille et où on écoute. Et donc au fur et à mesure de mes études médicales, j'ai pour le coup regardé ce qui se passait. Et bon là, c'est vrai que là, à travers mes yeux, les bras m'en sont tombés de ce qui pouvait se passer, et en particulier finalement, avec un peu de recul, hein, je ne suis pas un jeune docteur, hein, j'ai une certaine expérience, je suis en plus chef de service, donc je suis confrontée justement à cette administration hospitalière qui est très stringente, et j'ai dit à Anne, c'est pas possible, il faut
porter la parole des patients. Je sens, et donc je me suis en effet, avant d'écrire le livre, j'ai demandé aux patients ce qu'ils pensaient de la qualité relationnelle avec les médecins, et je me suis fait cette propre idée d'expérience, et puis après on est donc allé se plonger dans la littérature et voir un petit peu ce qui se passait. Donc, je suis praticien en hygiène de vie et santé, et je fais des expériences sur moi-même. Mon médecin me dit attention, attention, j'ai un lobe de thyroïde en moins. Quand je lui dis je vais aspirer pour arrêter l'évothyrox. Vous allez grossir, tout. Ça m'a fait un peu peur. Je dis c'est pas grave. Je fais mon truc, j'ai apporté du iode, de 100, je suis descendu à 50, et je fais travailler mon mental tous les jours. J'active ma thyroïde. On a refait un test de TSH, T3, T4. Mais c'est quoi, vous êtes super bien. Et plein de tests comme ça. Et elle s'ouvre un petit peu à ça. Elle s'ouvre où elle le sait, où elle ne m'écoutait pas avant, et elle m'écoute maintenant. Je sais pas. C'est sympa. J'ai une bonne relation avec mon médecin. En fait, vous avez éduqué votre médecin. Je sais pas. J'ai pas cette prétention. Par contre, elle m'envoie des personnes. Je pense qu'en effet, dans le contexte actuel, il est plus sûr de les articuler avec la médecine allopathique. Parce qu'on peut facilement dériver. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Voilà. C'est la pluridisciplinarité en fait. Absolument, mais ces médecines complémentaires, bon, d'abord on voit bien quand même, enfin, je ne sais pas si je suis le seul médecin de cet avis, mais des limites de la médecine, entre guillemets, thérapeutique par les médicaments et des limites des molécules. Aussi bien en termes de iatrogénie, de remise en question des faits, enfin il y a eu plein de scandales aussi. Et finalement, la médecine, enfin les médecines complémentaires, comme j'ai pu l'évoquer, sont un soin, puisqu'il y a cette espèce de force du vivant en chacun, cet espace, en effet, holistique et global. Je suis composé de ce qu'est composé l'univers. Je suis la même chose. Avec un déterminisme un peu particulier sur des congruences d'atomes, mais je suis composé de la même chose. Et cette force, quand tout va bien, quand le corps va bien, quand il y a cet équilibre, ça fonctionne. Et donc dans les théories de certaines médecines asiatiques, médecine chinoise, on évoque en effet les ruptures d'équilibre et d'homéostasie, et l'idée est de remettre de l'équilibre dans la dynamique. Et aussi, je crois, parce que ça c'est lié à plein de choses, et entre autres, à mon avis, au judéo-christianisme, mais on a séparé en médecine le corps et l'esprit. Bon, c'est quand même, à mon sens, une aberration, d'autant qu'on sait maintenant qu'on a des neurones dans les intestins. Donc, appréhender le sujet dans sa globalité et pas en effet comme un foie, enfin... comme je dis, un foitologue, un pathologue, un visitologue, et tout est séparé, tout est éclaté, et tout est... Absolument. Et ça va de soi, je crois que pour chacun, ça va de soi d'appréhender les choses comme ça. Bon, donc si on doit en passer par la médecine, les médecines complémentaires pour réinjecter finalement de l'éthique, de l'écoute dans la médecine allopathique et plus de réflexivité sur ce qu'on fait, c'est tant mieux. Entendre, c'est percevoir par le sens de l'ouïe. Et dans la définition du Larousse, écouter, c'est prêter l'oreille. Donc c'est un acte de don, quelque part. Ce qui est complètement différent de l'acte sensoriel, d'entendre les sons, et on le voit bien dans le film où le médecin est concentré sur des trucs, et il dit « Ah, je me gratte, je me gratte ». Ceci étant dit, je pense qu'il y a
dans l'écoute deux façons totalement distinctes de la considérer. Vous l'avez mis dans une de vos diapos, je crois que c'est la 5e avant la fin. Ça dépend du stade de la prise en charge. C'est-à-dire que dans la prise en charge d'un patient, il y a 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la sémiologie en médecine, c'est-à-dire les signes de la souffrance. En l'occurrence, dans le film, c'était le prurite qui dominait. Et il y en avait d'autres. Pour chercher les autres, il faut effectivement orienter le récit, c'est l'interrogatoire clinique, pour chercher les signes, et donc, vous l'avez mis dans une autre de vos diapos, l'interrogatoire doit être directif. Ce n'est pas un mal, c'est même une qualité, de façon à faire un examen clinique digne de ce nom. Donc l'écoute au moment de la première phase sémiologique, qui essaie de faire un diagnostic, elle est technique, et il faut 10 ans pour l'apprendre. C'est pas pour rien qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Après, il y a une deuxième phase dans la prise en charge d'un patient, c'est la phase de la discussion étiologique. L'étios, la cause, c'est-à-dire pourquoi on est malade, et ça c'est une discussion très technique, sur laquelle il ne faut pas transiger. C'est pour ça que moi je serais beaucoup plus radical que vous. Je pense que les médecines non conventionnelles, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre faculté, n'ont pas le droit d'être exclus de la médecine conventionnelle, c'est trop dangereux, on le voit. C'est pas en l'écoutant qu'on aura pu soigner la maladie de Hodgkin de Nina Moretti. Ça suffit pas. Donc il y a la discussion, diagnostic. Et dans la troisième phase, après la sémiologie, après le diagnostic, il y a le traitement. Et dans le traitement, enfin la phase thérapeutique au sens large, dans la phase thérapeutique, il y a 2 types d'approches. Il y a la thérapeutique, on va dire, conventionnelle, toutes les médecines que l'on peut proposer modernes, qui ont fait leurs preuves, et il y a le soin. Comment ? Leur preuve ou pas. Ou pas. Ou pas. Il y en a quand même beaucoup qui ont fait leurs preuves. On est quand même obligé de le rappeler. Et il y a dans la troisième phase thérapeutique, il y a la médecine conventionnelle et il y a la médecine, on va dire, non conventionnelle. Et là, l'écoute, dans le cadre thérapeutique, est fondamentale. Et n'a rien à voir avec l'écoute que l'on a, qui est dirigée pour faire un diagnostic. Je ne sais pas si c'est totalement dissocié. La capacité d'écoute, elle est en effet à la fois sensorielle et très active. Et je ne sais pas si elle est très différente au moment de ce mot terrible d'ailleurs qu'on utilise, l'interrogatoire. Enfin, c'est de la médecine policière, on pourrait dire entretien. Hein, je pense que ça aurait plus d'allure quand même qu'interrogatoire. Je ne sais pas si elle est fondamentalement différente de l'écoute au sens large du terme, à mon sens, qui est cet accueil et de prendre tous les signes en compte. Hein. Il y a l'écoute de l'oreille, mais il y a la manière dont le patient va me regarder, où il va changer de couleur, ou se gratter les doigts. Tout ça, c'est l'écoute. Hein. Je pense qu'il faut qu'elle soit structurée pour nos jeunes, hein, pour apprendre à nos jeunes, mais qu'il y a quelque chose comme ça d'atmosphérique aussi. Il y a quand même une partie technique, d'ailleurs on le voit, c'est la démonstration du film. Pendant 1 an, on ne fait pas le diagnostic de maladie de Hodgkin, alors qu'une fois qu'on a appris quand même ces cours de médecine, la première chose qu'on recherche, mon collègue Perrault, on s'est retourné, on dit mais c'est une maladie de Hodgkin. Il y a quand même de l'incompétence dans ce film, il y a beaucoup d'incompétence. Et donc, ça veut dire que la partie technique de l'interrogatoire, on aurait dû entendre par le médecin, est-ce que vous avez une sueur nocturne, est-ce que vous avez tous les symptômes qui présentent, et aucun des médecins ne pose ces questions techniques et n'écoute des réponses techniques qu'il doit entendre pour faire le diagnostic. Ça, c'est quand même très cartésien, c'est de la science, et à mon avis, c'est incontournable, il faut le dire. Après, tout de suite, une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on a appliqué un traitement, il faut être dans l'écoute, dans un but thérapeutique, et il faut être dans l'écoute souvent dans un but thérapeutique qui n'est pas du tout la même écoute, pour moi, désolé, c'est personnel, que l'écoute dirigée pour faire un diagnostic. En effet, au début, on va avoir un esprit analytique supplémentaire pour catégoriser et mettre, en effet, tiens là, il y a tel symptôme, donc j'associe sur telle maladie. Et là, en effet, c'était assez simple d'aller poser la question des sueurs nocturnes. Mais en termes de tonalité, je ne pense pas qu'elle soit différente. Ça fait partie de la sensorialité et de l'émotion.
simplement, elle va être plus sur un versant analytique que empathique, comme vous dites, au moment du diagnostic. Et elle est importante aussi, cette phase essentielle, cette phase analytique. Oui, bonjour. Donc moi, je voulais poser la question, quand la formation, dans le cadre des études de médecine, pour nos futurs médecins, de cette posture d'écoute et de la place qu'on pourrait donner aussi à la souffrance de l'interne, de l'externe du médecin. Alors après, c'est très, très variable. Il y a des facultés, je pense, de médecine où en effet, c'est des choses plus en pointe, plus discutées que dans d'autres. Je crois quand même que la tendance va vers ce type d'initiative. Par exemple, il y a à Paris 13, au moins, il y a l'université Paris 13, les patients enseignants. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans les facultés, désormais, enfin dans certaines, les patients pour enseigner la médecine aux étudiants. Et ça, je crois qu'en effet, c'est un savoir énorme. On a toute une effervescence autour des outils de la simulation, c'est-à-dire que maintenant, en faculté, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, c'est complexe d'avoir tous les étudiants en présentiel en amphi, donc on a des systèmes virtuels pour mettre en scène les choses. Et ça peut aussi, on peut les former, hein. Je pense que ça, c'est s'il y a de bons acteurs, on peut mettre en scène une consultation avec ses erreurs, sa manière de ne pas écouter. Je pense que c'est des outils, si on fait attention, qui sont pertinents et intéressants. Et puis après, chez les jeunes docteurs, au-delà de la faculté, il y a tout ce qui se passe dans le service. Là, c'est la question du compagnonnage. Et là, pour moi, en tous les cas, je crois que c'est finalement lié au chef de service et à la manière dont il s'est posé la question et comment, en effet, je vais essayer de protéger et former ces jeunes médecins à être à l'écoute et en même temps de se protéger eux-mêmes intelligemment. Parce que des gamins qui reçoivent des patients avec des cancers métastatiques, c'est juste terrifiant. Et ça doit être seniorisé de manière accueillante, ce qui n'est pas toujours et même pas très fréquemment le cas. J'avais vu une belle phrase d'ailleurs en parlant de la question de l'hôpital, où c'était le lieu, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je crois que le lieu, la chambre de l'hôpital, le seul lieu où on se permettait de ne pas frapper à la porte et de ne pas dire bonjour. C'est terrible. Enfin, on verra tout au long de l'après-midi des pistes qui sont justement expérimentées ici. Enfin, on va voir tout à l'heure avec M. Dumez, on va voir un petit peu après avec M. Goupy. Il y a des tas de choses qui existent. Et à la fac de Nice, en dehors de l'introduction de ces deux pistes, il y a aussi la promotion de la santé qui essaye de mettre en place des tas d'activités pour que les soignants se sentent mis au travail. L'Observatoire des médecines non conventionnelles qui forme les jeunes avec de la méditation ou avec de la sophrologie. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place parce que cette notion justement de souffrance du soignant, elle remonte. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de travail par rapport à ça qui se fait. Une question un petit peu hors cadre, parce que tout à l'heure vous avez parlé des neurones dans les intestins, et du coup j'aimerais savoir, peut-être pas avoir une réponse, mais en tout cas c'est une interrogation que j'ai. Quand est-ce que le déséquilibre acido-basique va être peut-être mieux reconnu, mieux intégré dans les traitements Voilà, parce que c'est définitivement pas encore entré à l'hôpital. On nous dit qu'il n'y a pas de données scientifiques suffisamment robustes. Il y a en effet des données très intéressantes sur la qualité de l'alimentation ou pas, et de l'incidence des maladies, hein, et en particulier cardiovasculaires et le cancer. Hein, 40% des cancers pourraient être liés à une mauvaise alimentation. Donc la problématique, et puis toutes les données qu'on peut aussi avoir actuellement sur le microbiote, que je pense éminemment être une question éminemment intéressante, puisque finalement, enfin ça va au-delà de la question médicale, puisque c'est
Donc le microbiote, c'est toutes ces petites bactéries qu'on a partout, hein, dans l'intestin, sur la peau, sur la muqueuse pulmonaire. Finalement, quand même, on est composé de plus de bactéries que de cellules humaines. Donc ça peut questionner sur la question de qui je suis et mon rapport à l'autre. Dans le contexte actuel, je trouve que c'est intéressant. Et il y a beaucoup de données, hein, par exemple, sur diabète, obésité et perturbation du microbiote. Donc je crois qu'il y a des choses à faire pertinentes et très intéressantes pour faire de la naturopathie. Je crois que c'est quelque chose d'important. À mon avis personnel, je pense que les médecins ne devraient plus être dans les hôpitaux, mais dans les écoles. Et apprendre l'hygiène, apprendre pour prévenir la maladie. Et parallèlement, les médicaments dits de confort, qui étaient des médicaments de prévention, ne sont plus remboursés. Donc les gens, maintenant, on attend qu'ils soient malades, ça coûte plus cher en termes de rentabilité. Et c'est dommage pour le futur patient qui n'aurait pas été patient si on s'en était occupé avant. Probablement que l'évolution de la médecine va vers ça, c'est-à-dire de la prise en charge des maladies chroniques, mais le pendant, à mon sens, est en effet, et on aurait dû se poser la question depuis bien longtemps, de la prévention. On va en effet faire moins de malades, être plus en bonne santé et coûter moins cher à la société, et ça passe entre autres par l'éducation à l'école, c'est sûr et certain. Il y a des initiatives quand même maintenant, avec l'activité sportive, il y a la méditation qui rentre par exemple dans certains programmes scolaires, hein, chez les enfants hyperactifs. Voilà, je crois que le citoyen, en effet, a pris conscience des choses et va, j'espère, va pouvoir pousser dans ce sens-là. On a entendu des choses dans les débats présidentiels quand même sur la prévention. Bon. Et la prévention, c'est aussi en effet mieux manger et être moins stressé. Mais quelle vie on nous propose, dans quelle société, quoi, hein, c'est une vaste question. Mais là, le recours aux méthodes complémentaires, et puis au-delà parce qu'il y a la question de la santé, mais surtout de la bonne santé, et beaucoup de gens vont maintenant dans leur quotidien aller faire en effet du yoga, de la méditation. Pourquoi faire? Pour trouver un espace sur soi, un espace à soi où on essaie un petit peu de se recentrer. Je ne crois pas que ce soit égocentrique, mais plutôt se reconnaître et être mieux dans l'espace avec les autres. C'est très bouddhiste ça, en fait. Dans le cas de Nanni Moretti, il a expliqué qu'il avait un prurite et donc il est à chaque fois redirigé sur l'histoire du prurite. Et donc Rita Charon propose donc le récit dès le début. C'est-à-dire quand donc Rita Charon, qui a fondé la médecine narrative, accueille directement le récit du patient en premier. C'est-à-dire le patient arrive et elle se met en situation d'accueil, de disponibilité totale. Et avant même de commencer la partie scientifique, elle demande au patient, dites-moi ce que vous voulez savoir que moi je sache sur ce qui est important pour vous au niveau de votre santé, de votre corps, de votre souffrance. Et donc cet espace d'accueil, je pense qu'il est indispensable et irréductible. Et c'est-à-dire directement, le patient, en quelques secondes, va dire ce qui lui importe vraiment. Et par exemple, là, Nanni Moretti aurait dit aussi qu'il suait, qu'il avait maigri. Il n'aurait pas été redirigé après son prurite. Et on n'a pas besoin de faire le catalogue total de toutes les étiologies du prurite. Directement, le patient va dire de quoi il s'agit. Voilà. Je suis 100% d'accord. C'est des approches extrêmement intéressantes qu'il faut développer dans nos universités. Eh bien, merci.